Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Assalamu alaikum, Thomas, avec un léger accent allemand. C'est un mélange de deux langues ce matin. Axel de Tarlet qui nous parle éco et exil fiscal. Alexandre Carac qui a quelques infos croustillantes à nous révéler sur le dossier Air France ce matin, c'est de la politique. Et Anne Le Gall qui innove et nous emmènera au stade. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, l'exil fiscal repart à la hausse. Bah tiens, ça recommence. Le nombre de Français qui partent à l'étranger pour éviter de payer l'ISF notamment a augmenté de 15%. Voilà, alors c'est un sujet sensible, mais il se trouve que Bercy donne les chiffres maintenant chaque année. Et donc pour l'année 2013, on connaît exactement le chiffre. À l'unité près, il y a 714 redevables de l'ISF qui ont quitté le pays pour aller s'installer dans l'ordre. Alors on connaît même les destinations. Numéro 1, c'est la Suisse. Numéro 2, l'Angleterre. Numéro 3, Belgique. Mais 714, c'est pas beaucoup ? Alors vous avez raison, 714. Il y a 300 000 Français qui payent l'ISF. Donc effectivement, ça fait que 0,2% des redevables qui s'en vont. Mais je vais vous faire un autre calcul. Anne, ils partent en moyenne avec 6 600 000 euros, ces 714 personnes. Donc si vous faites le calcul, ça fait 714 par 6, 5, ça fait près de 5 milliards d'euros qui a quitté le pays pour l'année 2013. 5 milliards d'euros, je vais vous donner une comparaison, c'est la valeur de Seb. Donc vous voyez, Seb, 25 000 salariés. Ouais. Voilà pour l'année 2013 le bilan de l'ISF. Bon, mais l'ISF rapporte aussi beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Alors c'est intéressant, l'ISF ça rapporte 5 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Donc si on était un peu cynique, on pourrait dire c'est bon pour les caisses de l'État, c'est moins bon pour la France puisque c'est au prix d'une perte de substance. Vous savez que sur les 15 dernières années, on calcule que l'ISF, ainsi quand vous additionnez tous ces contribuables qui partent, ça a coûté plus de 100 milliards de pertes de capital pour la France. Ça veut dire que ça a fait plus perdre que ça a rapporté ? 100 milliards, c'est l'équivalent de 3 fois EDF qui est parti en 15 ans pour éviter de payer l'ISF. On peut le regretter, on peut trouver ça amoral, mais c'est le bilan. Mais est-ce qu'on sait vraiment combien de Français partent ? Moi, je suis parti de mon pays à l'âge de 18 ans, et la Grande-Bretagne, personne ne sait que je suis parti. Oui, mais le fisc français, je vais vous dire, il les piste, ceux qui payent l'ISF, et il va les chercher même jusqu'en Belgique pour bien s'assurer qu'ils vivent en Belgique. Ceux qui ne payent pas, ils pistent pas autant. Si, le Trésor, le fisc français vous piste. J'ai l'impression que vous allez réveiller le fisc français et le fisc britannique, mon cher Alex Taylor. On va parler de Merkel, Angela Merkel, la musulmane. C'est une image choc qui suscite la polémique en Allemagne. Oui, c'est un photomontage, bien sûr, que je viens de tweeter, si vous voulez regarder. Elle est en tchador sur fond de minaret autour du Bundestag. Alors, le truc, c'est que c'est pas dans une émission satirique, mais la principale émission politique hebdomadaire, reportage de Berlin, de la première chaîne ARD, qui nul ne reprochera en général sa légèreté de ton. Alors, ça a duré quelques secondes, c'était pour le lancement d'un reportage sur l'islam est-il compatible avec les valeurs allemandes, l'égalité des droits, la liberté de presse et de l'opinion. Est-ce que ça a entraîné beaucoup de réactions ? Parce qu'on imagine que si ça avait été fait en France, ça aurait été un déferlement. Hein. Évidemment, beaucoup de réactions, à tel point que la chaîne a été obligée de publier une mise au point sur sa page Facebook, se félicitant des critiques, dit la chaîne, mais pour des raisons déontologiques, se réservant le droit de provoquer, réfutant toute idée de propagande anti-islam. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'Angela Merkel est traitée de la sorte. Ils adorent la déguiser là-bas. Oui, en Mère Teresa pour le Spiegel, et puis surtout beaucoup en Hitler dans la presse grecque. Alors évidemment, Alex, cette polémique, elle arrive à un moment charnière. Hein. Oui, c'est pas parce n'importe quand. qu'elle est au plus bas dans les sondages en ce moment. Et ce matin, il y a un transfert de responsabilité des réfugiés vers sa propre chancellerie. Donc, elle désavoue un tout petit peu son ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, à qui il reproche la longueur des procédures sur les réfugiés. Il faut savoir aussi que Bild a publié ce lundi le chiffre de 1,5 million plutôt que les chiffres officiels des réfugiés arrivant en Allemagne. Désavoué en Allemagne, et pourtant on dit qu'elle pourrait avoir le prix Nobel de la paix, du coup. Oui, c'est parmi 250 possibilités. Dans la presse allemande ce matin, c'est pas très probable. Tiens, d'ailleurs, on demandera tout à l'heure au président du Parlement européen s'il pense qu'elle ferait une bonne prix Nobel de la paix, puisque Martin Schulz sera mon invité à 7h45. Alexandre Cara, dis donc, Manuel Valls n'a pas eu le temps de digérer son jet lag, son décalage horaire. Il est rentré hier du Japon et il est parti illico au siège d'Air France. On a l'impression que dans cette crise Air France, le gouvernement soutient totalement et inconditionnellement la direction. Mais pourquoi ? C'est vrai, c'est totalement vrai, Thomas. D'abord, on va peut-être ce qu'on pourrait appeler les facteurs psychologiques de Manuel Valls. D'abord, il considère que Air France, c'est une vitrine de la puissance française, donc il faut absolument sauver Air France. Et puis, Air France est devenu pour lui le symbole de la réforme. C'est-à-dire que si on ne peut pas réformer une compagnie aérienne, est-ce qu'on peut véritablement réformer le pays ? Ça veut dire que c'est bien lui, Manuel Valls, qui est derrière ce choix de soutenir la direction ? Oui, officiellement, tout ça se fait en coordination avec l'Élysée. Mais il y a deux hommes clés derrière ce dossier. D'abord, il y a Gilles Gatteau. Gilles Gatteau, directeur de cabinet adjoint de Manuel Valls, conseiller social de Manuel Valls, qui devrait devenir le futur DRH de la compagnie. Attendez, ça c'est une info.
le oui. directeur adjoint de cabinet Manuel Valls va devenir le DRH d'Air France. Absolument. En tout cas, D'accord. c'est prévu comme ça. Et aujourd'hui, vous imaginez qu'il connaît le dossier, évidemment, sur le bout des doigts. L'autre homme clé, c'est Bruno Le Roux, le patron des députés PS. Lui a rendu un rapport il y a quelques mois sur le transport aérien, qui était un rapport assez pessimiste sur l'avenir d'Air France. Mais pourquoi le gouvernement prend à ce point le parti pris de la direction ? On a vu des gouvernements plus du côté des syndicats et des salariés. Oui, Ouais, c'est vrai. Alors, oui. à cette différence, Axel, que le CNPL, donc le syndicat des pilotes, SNPL, ouais. oui, est jugé par certains à Matignon comme un syndicat corporatiste. D'autant que les sondages qui arrivent sur le bureau du Premier ministre montrent que les pilotes ont une image de privilégié aux yeux des Français. Et puis, il y a la conviction à l'Élysée comme à Matignon que Air France joue sa survie. Et là encore, les sondages montrent que pour les Français, la disparition d'Air France, d'une compagnie nationale, c'est quelque chose d'inimaginable. Voilà, L'État donc, est actionnaire. Absolument, l'État est 17%. actionnaire à 17%. Et pour une fois, l'État a bien l'intention de jouer la carte du réalisme dans l'actionnariat, c'est-à-dire il faut que Air France survive et fasse des bénéfices. Anne Le Gall qui s'intéresse à Air France, mais aussi au foot, au stade de foot, l'innovation. Anne, on part à Saint-Étienne ce matin, un stade Geoffroy Guichard, avec un projet d'éclairage écolo pour le chaudron, comme on dit, Voilà, ça stade fait des Verts. réagir Julie. Saint-Étienne envisage d'utiliser de l'huile de friture pour assurer une partie de l'éclairage de son stade. Alors aujourd'hui, le stade Geoffroy Guichard est éclairé en partie grâce à un groupe électrogène alimenté par du fioul. C'est assez gourmand, hein, puisqu'il faut 1000 litres à peu près par match. Et l'idée, donc, c'est de remplacer ce fioul par un biodiesel à base d'huile usagée, de façon à ce que cet éclairage vert soit opérationnel pour l'Euro 2016 Et en elle juin prochain. viendra d'où cette huile? Alors, Des friteuses. On Certes. récupère. D'accord. D'abord, des collectivités. Elle de s'y connaît, la Julie, elle tient la buvette à restauration. Geoffroy Guichard le week-end. hein. C'est ça. Non, mais c'est écolo, donc les verts sont enfin verts. Ils méritent Ah. leur nom. Ah. Bah oui. Donc lui, Ils il viendra de la restauration collective, des restaurants, et puis pourquoi pas dans les années qui viennent aussi des friteuses, des particuliers. L'idée, c'est que la première année, 20 000 litres soient collectés, ce qui n'est pas totalement délirant, hein, puisque en France, on jette entre 70 et 100 000 tonnes d'huile usagée tous les ans. Ça, c'est un chiffre de l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Et donc, l'huile de friture, une fois traitée, elle sert déjà à faire avancer des voitures, même à faire voler des avions quand elle est mélangée à du kérosène. Donc, pourquoi pas éclairer un stade, effectivement. Mais Anne, est-ce que c'est vraiment écologique comme idée? Les biocarburants n'ont pas toujours bonne presse. Hein. Alors, certains On en a un peu revenu. biocarburants ont été critiqués parce qu'ils entrent parfois en concurrence avec la filière alimentaire. Mais là, c'est pas le cas parce qu'en fait, on recycle un déchet. Donc, on fait en même temps, on limite les émissions de carbone. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que les premiers tests se fassent en février prochain. Donc, premier test de match éclairé à l'huile de friture. Et ben voilà, Julie Isra nous racontera tout ça. À demain matin, les amis, 7h15 pour le kiosque. À demain.